l'Afghanistan, de la Géorgie, de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud. Je suis Jenna Slotin. Avant de commencer, si vous avez des notes, je vais les repasser au cas où vous ne seriez pas familiarisé avec la plateforme Kudo. Nous avons une interprétation simultanée en anglais, français et portugais. Donc, vous pouvez choisir votre langue préférée à droite de votre écran. Votre écran devrait être marqué sur Floor. S'il vous plaît, n'hésitez pas à changer la langue selon vos besoins. Nous allons prendre les questions dans la boîte à discussion. Vous êtes les bienvenus si vous voulez. Nous allons récupérer. Nous allons relayer par rapport au speaker comme nous allons. Avec Kudo, il vaut mieux utiliser Google Chrome. Sinon, vous pouvez, si vous n'êtes pas sur Google Chrome, vous pouvez changer de navigateur. Vous pouvez aussi rafraîchir votre navigateur Chrome. Alors, nous pouvons commencer maintenant le webinaire même. C'est un grand plaisir d'être co-hôtesse de ce webinaire concernant l'enregistrement des faits d'état civil. Le centre d'excellence est véritablement en tête et il a des vues respectives sur les obstacles que nous rencontrons. Nous sommes un réseau de plus de 250 partenaires répartis sur toute la planète afin d'atteindre les buts d'un État durable. Avec ce webinaire, nous recherchons atteindre un objectif de 16,9. Le centre d'excellence facilite les aspects critiques pour atteindre ce but de 16,9. Dans cet âge numérique, avec la pandémie de la COVID, nous avons un plus grand besoin d'authentification de l'identité. Après des périodes de dérangement terribles, il est important de mettre à jour les faits d'état civil et de pouvoir fournir une identité, des pièces d'identité correctes. Je vous présente Montasser Kamal, il est le dirigeant du programme et il fait partie du partenariat qui abrite le centre d'excellence. Il a également travaillé au Canada. Pardonnez-moi. Montasser était le directeur député au Canada, également responsable de l'Agence de développement international, également au bureau régional du Caire sur la reproduction. Merci Jenna, c'est un grand plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui. Cela fait déjà pas mal de temps qu'on cherche à organiser cette réunion, donc c'est formidable d'avoir cette opportunité d'être ensemble aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui partage les résultats de notre nouvelle publication intitulée « Construire les fondations de l'identité juridique dans le contexte post-conflit », écrit par deux experts dans le domaine, Mia Harbitz et Diane Ibar. As most of you are aware, d'entre vous le réalisent.
Et le nombre des personnes sans véritable identité, ce chiffre est véritablement incroyable. La plupart de ces personnes sans identité appartiennent à un monde marginalisé. Dans beaucoup de pays, obtenir que les enfants soient enregistrés dès leur naissance emporte beaucoup de difficultés. Les enfants qui ont moins de 5 ans sans certificat de naissance ne peuvent rien obtenir. Donc nous cherchons à améliorer leur vie. Dans la société moderne, une identité juridique est très importante pour l'éducation, tous les services et les mesures de protection sociale. Également, pour plus tard, pour pouvoir ouvrir un compte en banque et toutes ces choses-là, il est très important d'avoir une identité. Et également, il est très difficile pour les autorités d'établir l'existence des personnes. La présentation nous voulons contribuer aux discussions mondiales et régionales sur la question, et concernant également l'état de citoyenneté, et obtenir l'objectif de développement durable de 16,9 pour établir des identités juridiques fiables. Nous nous adressons aux endroits où une grande proportion de population ne possède pas de documents. Ces systèmes de statistiques d'état civil nous permettraient d'élargir notre compréhension et également les faits sous-jacents concernant toutes ces choses-là. À savoir pourquoi est-ce que certaines personnes ne sont pas en mesure de faire ces enregistrements. Le registre d'état civil généralement est la base pour établir l'identité. Et cela dépend du cadre juridique et des structures fonctionnelles des agences responsables pour l'enregistrement. Les registres d'état civil sont cruciaux au niveau gouvernemental parce qu'ils permettent l'obtention de services en validant donc l'identité. Par conséquent, l'accès à ces registres civils, pour le gouvernement, c'est à partir de là que l'on produit les justificatifs d'identité. Les pays qui émergent juste d'un conflit ont très peu donc de documents d'état civil. Quelquefois, les noms sont appelés différemment, quelquefois même ce sont carrément des noms différents. Il y a également des gens qui intentionnellement déguisent ou cachent leur identité. Donc nous avons beaucoup de situations qui appartiennent à l'histoire très récente. Les justificatifs, les données, tout ça sont très difficiles à obtenir. L'identité est politisée, elle est utilisée également à mauvais escient. Et donc nous parlons de la gestion des documents d'identité durant les conflits. Durant les conflits, l'enregistrement est très très ralenti. Quelquefois, beaucoup de documents institutionnels sont perdus. Lorsque le conflit s'achève, les gens qui ont traversé les frontières cherchent à revenir et n'ont aucun document, ne peuvent pas prouver leur nationalité. Et donc, les fondements juridiques pour l'Afghanistan, la Géorgie, le Rwanda et l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui ont tous fait l'expérience de conflits dans l'histoire récente.
Et donc, ils cherchent à réécrire leur cadre juridique pour pouvoir rendre plus efficace l'enregistrement des faits d'état civil. Nous cherchons une possibilité de fournir des documents d'identité qui soient universels, notamment la reconstruction de ces systèmes d'enregistrement d'état civil font énormément d'efforts à l'heure actuelle. Les professionnels qui travaillent dans le domaine de la création donc d'identité, de documents d'état civil, travaillent très dur, font face à des défis, des difficultés très importantes dans leur contexte. Et la gestion de l'état civil fait partie des processus de construction des pays. Chaque pays doit trouver sa propre voie. Nous pouvons fournir des idées, des points de réflexion sur la question. Et donc, l'établissement de l'identité fait partie du processus de paix, d'établissement de la paix et de la reconstruction. Vous devez également reconnaître que cela demande un cadre juridique très solide. Il faut établir la confiance avec les résidents et les autres gouvernements. N'oublions pas que les gouvernements ont besoin de données et de statistiques sur la population. Ne peuvent pas répondre aux besoins de personnes qui n'existent pas dans les archives officielles. Les gouvernements ont besoin de données démographiques précises pour planifier, budgétiser et fournir des services efficacement. Et si les individus ne peuvent pas prouver qu'ils sont, ils ne peuvent pas accéder aux services conçus par les partagés. This paper is ready in English and we are aiming to officially publish it en anglais. Nous sommes prêts à le publier sur notre site internet en anglais et en français. Donc, si vous voulez, vous pouvez donc y accéder. Sur ces paroles, je rends la parole à Jenna pour le partenariat mondial sur les statistiques durables. J'espère que vous avez eu plaisir à cette présentation. Merci de votre participation et du partenariat formidable que nous avons. Merci. C'était excellent. Merci. As Montasser mentioned, the paper is available in English. Donc, Montasser l'a dit, le document est en anglais sur le site web, mais je l'ai mis également sur document dans Kudos. Vous pouvez l'obtenir en regardant sur les documents sur la droite. Et d'ici peu, nous aurons la version française également qui sera disponible. Donc, allez voir notre site web. Donc, nous allons avancer un petit peu et nous allons entendre Mia Harbitz qui va nous présenter un petit peu l'étude. Elle est consultante dans le domaine, elle a été ingénieure et elle a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'enregistrement civil et dans la gestion des projets également. Durant sa carrière de 25 ans, avec une banque de développement, elle a conçu et géré des projets de développement qui ont modernisé et renforcé les capacités des registres civils et d'identification. Je passe la parole à notre consultante indépendante, Mia Harbitz. Merci beaucoup, Mia au micro. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Hélas, ma caméra ne fonctionne pas, donc vous allez juste m'entendre aujourd'hui, mais pas me voir. Et Holly va m'aider avec les diapositives que je vais vous présenter. Donc, nous sommes très heureux d'avoir cette possibilité que
d'analyser comment les pays gèrent l'identité juridique et comment ils la donnent à un maximum de personnes, tout particulièrement dans des pays où la situation est particulièrement difficile, comme l'Afghanistan, la Géorgie. Donc l'objectif de l'étude et le raisonnement, l'idée derrière cette analyse, c'est que nous sommes tous tombés d'accord sur les objectifs de développement durable, tout particulièrement l'objectif de développement durable 16.9. C'est un objectif qui est véritablement la clé parmi les 70 autres indicateurs de développement durable. Et malgré donc beaucoup de systèmes d'identité, quelle que soit donc la citoyenneté ou l'identité, on a beaucoup prêté attention à des éléments clés de gestion de l'identité, également pour faciliter et établir l'identité juridique spécifique d'une personne, avec donc des formulaires et des documents permettant de vérifier clairement l'identité. Donc, on parle souvent de donner l'identité juridique, mais il y a la capacité d'un pays à enregistrer les citoyens, donner à toutes et à tous, dans ses frontières, la possibilité de s'inscrire sur les registres de l'état civil. Donc on est tous d'accord sur la définition de l'identité juridique. Cela commence avec les actes de naissance. Donc l'objectif était d'analyser le rôle des enregistrements civils, des capacités opérationnelles et des sous-jacents juridiques qui donnent donc une identité juridique à toutes et à tous. Nous passons à la diapo suivante. Donc la méthodologie qui a été utilisée, elle a été un petit peu improvisée durant cette analyse, parce que nous avons eu la pandémie de Covid-19 qui a analysé tous les déplacements qui étaient prévus vers ces différents pays. Donc nous avons basé notre rapport sur les informations disponibles en ligne et en anglais. Et nous avions une barrière linguistique, par exemple avec la Géorgie et avec les langues parlées en Afghanistan. Et vu les difficultés cette année 2020, nous avons donc dû faire appel à beaucoup de personnes qui ont partagé des informations, qui nous ont aidés en partageant leur expérience. Nous avons beaucoup apprécié cela. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile. L'équipe qui travaillait à cela, à Diane en Namibie, moi je suis aux États-Unis et nous avions l'aide également d'une assistante de recherche, Nathalie Smith, qui était basée en Italie. Donc c'était vraiment un effort international. Étant donné que les autorités avaient beaucoup à faire pour gérer donc la pandémie, nous n'avons pas été en mesure de faire des interviews et des entretiens avec les directeurs de l'état civil de l'Afghanistan, par exemple. Il n'y avait pas d'autorités qui ont été disponibles. Alors pourquoi ces 4 pays? La sélection donc de pays pour l'étude
ne semble pas évidente à première vue. L'Afghanistan, la Géorgie, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Néanmoins, il y a certains éléments communs entre eux. Donc, nous avions beaucoup de problématiques au niveau ethnique, au niveau religieux. Il y avait des conflits. Comme cela a été indiqué pour l'Afghanistan, il y a eu des problèmes externes, évidemment, très sérieux, comme on le sait, des dizaines d'années de guerre. Et il y avait beaucoup d'animosité entre les différents groupes, groupes ethniques, et même si il y avait de fortes différences entre ces groupes dans les pays, il y avait d'autres différences qui existaient entre les groupes, comme la distribution du pouvoir économique et politique. Un troisième élément, c'est l'échec du contrat social. Le gouvernement n'est pas en mesure de délivrer des services et raisonnablement des conditions économiques et socio-économiques décentes, ou délivre des services de manière sélective à un groupe qui ensuite, eh bien, cela crée des animosités et une ambiance très néfaste entre les groupes. Il y avait différents types de conflits également. Ces pays, dans le cas de l'Afghanistan, sont passés par des processus de paix et de réconciliation et incluent également rebâtir des institutions. Et dans tous ces cas, les états civils et les services d'enregistrement à l'état civil jouent un rôle important parce qu'il y a une crise de l'identité nationale et cela fait partie du processus pour rebâtir les institutions. Donc je vais mentionner rapidement, à la prochaine diapositive, quelques-unes des barrières à l'identité juridique dans ces situations à la suite de conflits. Cela dépend de la durée, de la longueur du conflit, de la complexité, des défis à relever pour avoir un processus de réconciliation, pour avoir la possibilité de rebâtir l'État. Les institutions, notamment les autorités d'enregistrement de l'état civil, ont été parfois mises de côté et n'ont pas été financées à une hauteur normale. Elles n'ont pas assez de financement à leur disposition et donc les faits d'enregistrement d'état civil ralentissent ou sont même totalement à l'arrêt. Donc cela crée donc un retard très fort avec beaucoup de personnes qui ne réussissent pas à s'enregistrer et qui doivent prouver qui ils sont, qui doivent prouver leur citoyenneté pour avoir accès à des services et à des avantages sociaux. Cela également, ce manque d'inscription cause un manque de statistiques vitales qui ne sont pas assez nombreuses et les États et les pays ne connaissent pas bien la taille des groupes et ont du mal à planifier car ils ne connaissent qu'à peine le nombre de citoyens qui sont dans le pays. Il y a beaucoup de populations déplacées, il y a une fuite et les personnes passent la frontière et quittent le pays
Donc, il y a de plus en plus de mal à prouver un rapport avec un pays et il y a donc une perte des documents d'identité, très souvent. Les 4 pays de l'étude ont connu ces expériences négatives et donc les systèmes d'identification civile, les registres d'état civil ont dû être revus sur plusieurs années. Il n'y a pas assez de statistiques non plus. Ça, c'est un défi qui se pose pour nous. L'UNICEF nous a indiqué sur ce tableau les taux d'inscription des naissances. Depuis 1990, il y a donc des documents de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde. Là, vous voyez les informations depuis 2004, vous voyez les taux d'inscription des actes de naissance, des naissances des enfants. Donc, il y a eu des sondages qui ont été faits à ce sujet. Nous avons des statistiques. Donc, pour l'Afghanistan, la Géorgie, Rwanda et l'Afrique du Sud. Et vous voyez, donc pour l'Afrique du Sud, ça a commencé donc en 2009. Et ces 4 pays, l'Afghanistan a connu un accroissement notable, bien que ça ne soit pas encore suffisant. Le Rwanda a subi un déclin, comme vous le voyez. Et ça, c'est peut-être en rapport avec des difficultés d'accès aux services. La Géorgie, donc, a vu une petite baisse, comme ils sont à peu près au niveau des pays en développement, des pays développés. Donc, vous voyez que les pays qui ont connu des conflits, qui émergent de situations de conflit, ont beaucoup de mal à donner des statistiques officielles qui soient pertinentes et fiables. Donc nous passons à la diapo suivante. Et ce que nous avons observé dans beaucoup de ces pays, c'est que les institutions d'État, et là nous notons les différents éléments de la gestion de l'identité, des problèmes d'identité civile et d'enregistrement de l'identité. Très souvent, ils opèrent en silo et il n'y a pas donc d'interconnectivité ou d'interopérabilité entre eux. Donc cela fait en sorte que la gouvernance est beaucoup plus difficile. Mais pour conclure, j'en arrive à la fin donc, de ma présentation. Nous allons passer donc à la conclusion, à la dernière diapositive, avec ces observations clés. Nous avons donc l'objectif de donner une identité juridique à tout le monde. C'est bien clair, mais nous avons un cadre juridique qui est absolument essentiel. Et cela doit être opéré en tandem avec la capacité institutionnelle. Et dans de nombreux cas, c'est un petit peu comme la poule et l'œuf. Mais la conclusion que nous avons tirée de cette étude, et Diane va nous en dire beaucoup plus d'ici quelques instants, c'est que le cadre juridique est la base de tout cela. Et nous devons avoir la capacité institutionnelle, la technologie, les technologies de l'information, qui sont des outils et pas un objectif en tant que soi. Ce sont simplement des outils technologiques que l'on peut utiliser. C'est très facile d'utiliser beaucoup la technologie, des nouvelles technologies, sans
capacité institutionnelle pour gérer cette technologie, ça ne va pas fonctionner. Sans cadre juridique, ça ne va pas fonctionner. Sans document d'identité, sans acte de naissance, de décès, de mariage, de carte d'identité, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Pour que ces documents, on leur fasse confiance, on a besoin principalement d'un cadre juridique. Et ça, c'est véritablement la clé, la base, la fondation du système. Donc, merci beaucoup de votre attention. C'était donc simplement brièvement une présentation de l'étude. Et nous allons parler un petit peu plus du cadre juridique. Thank you, Mia. That was an outstanding framing, really. Merci Mia, ça a été une excellente présentation sur ce que vous trouvez à travers ces différents pieds. Maintenant, nous allons entendre les résultats centraux de la part de Diane Hubbard. Elle est coordinatrice de projets sur la défense et le projet légal sur les genres. Également, elle est derrière un nouveau projet de loi sur l'identité et l'enregistrement civil. Vous avez la parole, Diane. Merci. Je vous parle de chez moi, en Namibie. Nous pouvons passer donc au prochain. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Je vous ai parlé de ce qui est en commun, de ce que les différents pays partagent. Au niveau des systèmes juridiques, je voulais souligner certains aspects. Des systèmes très, très différents. L'Afghanistan, la Géorgie et le Rwanda ont tous un droit civil. Par contre, l'Afrique du Sud a un système basé sur le droit commun. Cela signifie que bien que nos statuts soient des principes, il y a également des différences importantes au niveau La Géorgie est un État secondaire. Le Rwanda et l'Afrique du Sud, par contre, sont très différents. Il y a 11 différentes langues à cause de la Constitution et donc tous les différents niveaux de détails sur la citoyenneté sont affectés. Et donc pour établir la base de citoyenneté dans la Constitution, je trouve que c'est très intéressant qu'en dépit de la diversité incroyable de ces pays, il y a quand même des aspects communs. Et nous n'avons pas choisi les pays parce qu'ils ont tout en commun. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que nous pouvons voir comment les différences fonctionnent. Donc, diapo suivante. Comme Mia l'a déjà mentionné, les 4 pays ont donc dû faire face à des systèmes d'enregistrement d'état civil qui étaient fragmentés ou qui s'étaient détériorés durant les conflits. Il y a une série donc de nouvelles lois ou amendements qui ont donc fait partie des efforts pour restructurer donc les systèmes d'état civil et d'identité. Une chose qui m'a frappée, c'est que les 4 pays s'efforcent d'avoir une seule agence responsable des systèmes. Je pense que c'est très responsable
Ça n'est pas la norme partout dans le pays. En Géorgie et en Afrique du Sud, la citoyenneté est gérée également par la même agence. Aussi très intéressant, c'est quand vous commencez dans un état de chaos, c'est difficile, mais c'est également une opportunité qui nous permet en quelque sorte de dire, eh bien, nous pouvons rebâtir, refaire, recréer notre système. S'il vous plaît, diapo suivante. La manière dont j'ai organisé ma discussion, c'est que je pense que la plupart des réformes clés ont pris en compte l'inclusivité. L'enregistrement d'état civil n'est pas limité aux citoyens. En Afghanistan, nous avons l'exemple, et les autres pays que nous étudions également, nous voyons que les citoyens et les non-citoyens ont différents types d'identité, de justificatifs. Donc il y a des dispositions explicites pour les documents de réfugiés. Les 4 pays ont également des dispositions qui sont donc bien particulières pour les réfugiés. Et nous en parlerons dans quelques minutes. Ce besoin a été reconnu dans les 4 pays. Une autre chose que je pense est toujours un défi dans ces pays, c'est le problème de la parenté des enfants qui sont nés hors du mariage. Nous avons des processus pour déterminer cette parenté, mais cela signifie également que toute dispute sur la parenté des enfants crée des problèmes, n'est-ce pas, pour l'établissement de l'identité. Chacun des 4 pays souligne des questions qui sont intéressantes. Donc, passons à la diapo suivante. Merci. Alors, en Afghanistan, la loi n'est pas tout à fait claire concernant l'état civil des non-citoyens. Est-ce que c'est simplement une question de traduction en anglais? Nous ne savons pas. Mais il semblerait que c'est le cas dans le droit original du pays. Il semblerait donc que l'état civil afghan, la manière dont il fonctionne, est liée à l'état civil en Inde. Beaucoup de personnes n'ont aucune documentation, ne connaissent pas leur âge, leur date de naissance. Et donc, l'Afghanistan a établi des dispositions particulières pour s'efforcer d'enregistrer la naissance des personnes à n'importe quel âge. Et ils ont un système également pour essayer d'estimer l'âge des personnes. Donc c'est quelque chose qui crée des difficultés, le fait de ne pas connaître la date exacte de naissance des personnes. Il y a également des dispositions spéciales pour traiter des enfants. Quand on en vient aux cartes d'identité, ils ont commencé à les établir dans la dernière partie du siècle dernier en Afghanistan. Il y a un processus où, quand une personne qui possède une carte d'identité peut garantir leur identité, son identité et sa citoyenneté. Une des choses qui est intéressante par rapport à l'Afghanistan, c'est qu'ils ont un processus très sophistiqué
pour suivre l'identité des personnes en dehors de l'Afghanistan. Également, ils ont des dispositions spéciales pour fournir une identité aux nomades, Kochi, je ne sais pas si ma prononciation est exacte, mais pour quelqu'un qui est nomade, donc il y a une disposition spéciale. Également, il y a beaucoup de débats récemment en Afghanistan sur un grand fossé au niveau du genre quand ça vient aux identités. Les noms des femmes, les noms des mères sont souvent absents des cartes d'identité. C'est une campagne très intéressante qui est arrivée à son apogée en 2020 et qui a été en fait démarrée par les citoyens afghanistans vivant en dehors du pays. Et cette campagne a connu un bon succès en septembre l'année passée. Maintenant, il y a une disposition qui demande de produire le nom de la mère sur les cartes d'identité. C'est toujours quelque chose qui rencontre beaucoup de difficultés. En partie, cela a à voir à la structure des attitudes en Afghanistan. Beaucoup de femmes ne voient aucune raison pour laquelle elles devraient avoir une carte d'identité parce qu'elles ne sont pas invitées à participer à la vie publique. Les femmes également ne pensent pas qu'il est approprié que leur nom figure sur la carte d'identité. Diapo suivante, s'il vous plaît. J'aimerais parler de la Géorgie maintenant. La Géorgie, je pense d'une certaine façon, est au sommet de l'inclusivité. La loi déclare que même quelqu'un qui est présent illégalement dans le pays, donc quelqu'un qui n'a aucune permission légale d'être présent en Géorgie, cette personne a toujours accès aux services d'état civil. Les cartes d'identité sont disponibles aux citoyens, aux résidents qui peuvent obtenir également certaines cartes, et les réfugiés également peuvent obtenir des documents. Il y a un processus très particulier pour établir les documents. Donc, c'est un processus. Et donc, comme autre exemple d'inclusivité, nous avons donc des numéros temporaires qui sont délivrés et qui donnent donc ainsi des bons documents et cartes d'identité. Un autre point que fait la Géorgie, et ça c'est assez intéressant, c'est que même si nous avons des régions autonomes, l'Abkhazia par exemple, je ne sais pas si je le prononce bien, eh bien les autorités dans ces régions n'ont jamais reconnu la Géorgie. Donc ils reconnaissent les cartes d'identité, néanmoins, pour l'enregistrement civil. Il y a également un bon travail de fait pour les services à distance. Il y a même des interprètes des langues des signes pour les sourds et malentendants. Et il y a une initiative également où il y a des bureaux du gouvernement qui fournissent des services, et de nombreux services dans un seul endroit. Donc on peut même avoir un café en attendant donc de travailler avec ces fonctionnaires. Donc ça c'est très bien pour l'enregistrement des faits d'état civil, c'est de plus en plus accessible. Un des challenges qu'il y a, c'est que il y a la communauté Roma, ils essayent de faire beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de barrières à ce niveau. Et il y a beaucoup de Roms qui sont sans papier. Nous allons maintenant passer à un pays suivant, le Rwanda. Donc le Rwanda est également un exemple d'un système extrêmement inclusif.
Comme en Géorgie, vous pouvez vous inscrire facilement. Pour toutes les personnes présentes au Rwanda, les résidents également ont des cartes de résidents, les réfugiés également. Le Rwanda a également des processus détaillés lorsqu'il y a des pertes de documents. Il y a des enquêtes qui sont effectuées. Les cours de justice parfois doivent statuer. Et cela peut s'appliquer à plusieurs personnes. Par exemple, des personnes qui ont la même situation. Donc, on essaie d'avoir un système des plus performants au Rwanda. Il y a donc différents registres pour la population, pour les citoyens non citoyens, les enfants de parents inconnus, les enfants adoptés. Donc ça, c'est disponible dans pratiquement tout le pays. Ce qui est intéressant au Rwanda, c'est qu'en 2016, il y a une évaluation complète des systèmes d'inscription à l'état civil avec des équipes multisectorielles. Et il y a eu des amendements effectués aux textes juridiques et aux lois existantes. Leur approche, donc, c'était vraiment de capturer toutes les personnes dans le pays au niveau de l'état civil. Donc tout le monde est assez proche d'un bureau d'état civil. Néanmoins, l'inscription des naissances a baissé entre 2005 et 2015. Pourquoi? Parce que le processus était très difficile. Avant, il demandait donc qu'il y ait 2 témoins. Mais ça, 2 témoins, c'était décourageant. Et donc, il y a une réforme des lois et on n'a plus besoin de 2 témoins. Il y a une campagne et au niveau de l'UNICEF, il y a eu beaucoup qui a été fait et donc il y a une meilleure couverture maintenant après ces campagnes de sensibilisation publique qui ont accru donc le niveau d'inscription et d'acte de naissance. Nous allons maintenant regarder un pays suivant, l'Afrique du Sud, et l'analyser. Donc l'Afrique du Sud, c'est inclusif, peut-être pas autant que la Géorgie et le Rwanda. L'inscription civile est disponible pour tout le monde dans le pays, mais cela est limité aux résidents permanents qui ont la carte d'identité. Les réfugiés reçoivent un document et ils peuvent utiliser les services d'inscription à l'état civil. Il y a également pour l'enregistrement des naissances, des morts et des décès, donc. Il y a une identification, des documents d'identification. Vous pouvez donc demander une carte d'identité et à ce moment-là, vous allez être inscrit dans le registre de la population. Et il y a des cartes d'identité pour les réfugiés. Donc, pour accroître la couverture, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a eu des liens avec des subventions sociales, c'est extrêmement important. Il y a une meilleure prise de conscience du public au niveau des rapports avec les installations sanitaires. Donc, l'Afrique du Sud a vu un accroissement très fort de 24 à 95% de l'inscription des naissances. Néanmoins, les rapports dans les installations sanitaires ne sont pas encore incorporés dans les lois pertinentes. Et ce qui est tout à fait intéressant en Afrique du Sud, c'est que c'est un pays avec de lois communes. Et il y a des cours de justice qui ont indiqué qu'il y avait des discriminations ces dernières années, par exemple pour les personnes qui n'avaient pas de documents d'identité et qui voulaient s'inscrire, qui ne pouvaient pas prouver qu'elle était une résidente. Donc son visa a expiré, elle était enceinte, elle ne pouvait pas repartir en République démocratique du Congo. Donc ce cas a été devant les cours de justice et on a dit que c'était peu raisonnable de lui demander d'avoir tous ses papiers. Donc ça, c'est une loi importante et une décision importante de justice. Pour le moment, la loi indique que uniquement les mères peuvent enregistrer la naissance de leurs enfants. Et la Cour de justice a indiqué que
cela ne fait aucun sens et qu'il y a un lien de parenté également avec le père. Nous allons passer à la diapo suivante. Vous allez noter que dans tous ces cas, nous avons noté que la parenté est vitale pour établir les droits à la citoyenneté. Il faut donc prendre en compte les rapports qui existent entre l'inscription des faits d'état civil et l'établissement des faits pour la naissance, la parenté. Donc, l'enregistrement à l'état civil est ouvert aux non-citoyens, et donc il n'y a pas de rapport entre les actes de naissance et la citoyenneté, ce qui promeut l'inclusivité. Donc ça, c'est très important pour établir la citoyenneté. L'impact est fort, mais parfois, il y a une réticence à donner des actes de naissance à des personnes qui ne sont pas citoyens. Ces 4 pays, donc, permettent aux personnes d'avoir une citoyenneté, sans quoi ils seraient apatrides. Il y a donc un processus de naturalisation qui est disponible aux réfugiés, mais il existe encore de nombreuses barrières, notamment en Afrique du Sud. Le processus de naturalisation a des critères qui sont très difficiles à atteindre pour les réfugiés. Ça peut être également un processus très long, disponible uniquement lorsque les personnes peuvent rester réfugiées durant toute leur vie. Donc la naturalisation n'est pas toujours possible. De ce que nous avons observé également sur cette diapo, c'est le lien entre l'identification, la citoyenneté, et dans les 4 pays que nous avons analysés, comment prouver qu'on est citoyen? Eh bien, je crois que c'est intéressant, nous avons un élément intéressant, beaucoup des pays sont beaucoup plus divers sur comment prouver sa citoyenneté. En Afghanistan, il y a la Tazkera, donc, qui est une carte d'identité qui est absolument nécessaire pour prouver sa citoyenneté, mais on peut utiliser également les actes d'état civil et les registres d'état civil. En Géorgie, vous avez la carte d'identité que vous utilisez, vous avez l'original de l'acte de naissance pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir une carte d'identité, ou bien les passeports. Donc, au Rwanda, ça peut être votre acte de naissance, une preuve provenant du greffier de l'état civil, un certificat de nationalité, une carte d'identité rwandaise, un passeport rwandais ou bien un certificat de citoyenneté rwandaine. Donc, le Rwanda reconnaît que on rentre dans le système de diverses manières. En Afrique du Sud, la loi dit qu'il y a un certificat de citoyenneté sud-africaine qui est donné par le ministère. Mais il semble que les actes de naissance soient également toujours utilisés en pratique. Diapo suivante. Ce qui était intéressant également en Afrique du Sud, c'est que en 2018, l'Afrique du Sud a considéré de nouvelles réglementations qui délivrerait donc une confirmation de naissance plutôt que des certificats de naissance aux enfants de non-citoyens, indiquant qu'ensuite ils pouvaient aller à l'ambassade, à leur ambassade, pour avoir des actes de naissance. Lorsque je dis que ça a été officiellement proposé, donc ça a été débattu. Ça n'a pas été adopté parce qu'il y a eu des objections, mais ça montre bien que très souvent, les autorités ne comprennent pas le rôle des actes de naissance. C'est une preuve d'une naissance. Et je crois que ce qui va être extrêmement intéressant, c'est d'avoir une étude comparative des procédures pour déterminer le statut de citoyenneté. Et est-ce que c'est un appel à l'accessibilité ou est-ce que c'est un processus d'analyse? Que font les personnes s'ils pensent que c'est incorrect? S'il y a un problème, il faut
qu'il y ait un système d'appel. Il faut pouvoir faire appel. Il faut que ça soit raisonnable et facile à obtenir pour les citoyens. Si leur statut de citoyenneté n'a pas bien été effectué et déterminé. Alors, les rapports avec les données sanitaires, ça c'est un petit peu différent, mais c'est très intéressant. Il y a une tendance dans de nombreux pays qui existent, c'est des liens de plus en plus forts avec les données provenant des installations sanitaires. En Afghanistan, l'État et les installations privées doivent absolument, c'est un devoir, reporter et indiquer les naissances et les décès. Mais en Afghanistan, il y a la moitié des naissances qui se déroulent toujours dans le foyer, à la maison. La Géorgie, ils ont été très loin, et une transmission électronique directe des installations, des hôpitaux, des installations sanitaires vers les agences d'état civil, ce qui permet d'avoir des actes de naissance beaucoup plus rapidement. Au Rwanda, il y a une loi, un texte de loi d'amendement en 2020 qui a changé donc l'accent mis sur la naissance et la mort et qui a mis l'accent sur les installations sanitaires et les hôpitaux et cliniques en Afrique du Sud. Ces hôpitaux et cliniques ne sont pas encore incorporés, mais il y a un partage d'informations pour limiter la fraude. C'est très important qu'il y ait ces processus pour qu'il y ait des points d'inscription des naissances dans les hôpitaux et dans les cliniques et installations sanitaires. Donc, ce que nous voulons faire maintenant, je pense que j'ai beaucoup avancé. Nous allons prendre une courte pause pour avoir des commentaires initiaux et voir quelles sont vos questions, ce qui vous intéresse le plus, et pouvoir donc répondre à vos questions. Et ensuite, je reviendrai après cette petite pause pour terminer la présentation. Merci beaucoup, Diane. C'est Jenny ici au micro. Donc, je suis très heureuse de passer les questions à Diane. Et nous allons les mettre dans le chat. Je suis prêt, donc, avec les questions. Et je poserai donc les questions à Diane. Donc, permettez-moi de commencer, Diane, par une question sur le rapport entre la détermination de la citoyenneté et l'inscription des faits d'état civil. Vous nous avez dit qu'il ne devrait pas y avoir de rapport entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un pays qui a fait cela d'une manière réussie et quels étaient les facteurs clés de succès? Je n'ai pas véritablement un exemple qui soit un bon modèle, mais une chose en Namibie qui n'a pas encore été acceptée, n'est pas ouvert à la discussion, c'est que le statut de l'état de la citoyenneté est peu clair. Et donc, en fait, il faut que le gouvernement apporte des preuves contraires. Et c'est très difficile pour les gens qui n'ont pas des antécédents juridiques. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'a aucune documentation et aucune ressource pour établir leur citoyenneté dans le pays. Donc, idéalement, la présomption devrait être que nous allons vous accepter comme citoyen, à moins que vous puissiez prouver que vous n'êtes pas qualifié. Mais en fait, ça a été... la Namibie résistait à la notion de produire des cartes d'identité et la citoyenneté aux gens sans documents. Mais c'est un petit peu comme ce qui se produit en Afrique du Sud. Il y a un sens que si vous avez un certificat de naissance produit par... cela vous donne une indication de citoyenneté. Je pense que la discussion des possibilités namibiennes, ça donnerait une bonne discussion en fait. Oui, c'est vrai, si quelqu'un veut partager des exemples, s'il vous plaît, n'hésitez pas à utiliser le chat pour cela. Un rappel, simplement, rapidement, vous pouvez
Vous pouvez également cliquer sur le haut de votre écran pour voir la personne qui parle, le présentateur, au lieu de voir la diapo. Au Rwanda, il y avait une compréhension générale au début de ce qui était nécessaire, que ce soit des documentations de vaccination, autres statistiques. La définition était donc plus clairement définie autour des événements donc vitaux de naissance, etc. Les chiffres ont baissé à la suite de cela. Je me demande si vous avez remarqué cela dans vos études, dans vos recherches. C'est très intéressant, ça n'est pas quelque chose que j'ai rencontré. Différentes sources, dans beaucoup de cas, ont des statistiques. C'est très difficile de savoir lesquelles nous pouvons en fait citer à titre d'exemple. C'était l'une des limites de ne pas être à même de rendre visite aux pays que nous étudions. Dans beaucoup de cas, nous n'avons même pas pu réaliser des entretiens à distance avec les fonctionnaires. Donc nous avions peu de matériel sur quoi baser nos recherches. Très intéressant, merci d'obtenir une explication de la part de l'un des participants. Nous avions une autre question concernant la reconnaissance internationale de l'enregistrement effectué par des acteurs non étatiques. Et concernant les difficultés à ce sujet, par exemple également en Ossétie du Sud et en Abkhazie, en Géorgie, il y a une reconnaissance des documents, mais je me demandais également au niveau international concernant les documents qui sont produits émis par des institutions non étatiques. Ce n'est pas quelque chose que nous avons rencontré spécifiquement en Géorgie, mais ce que je comprends de la loi, vous pouvez vous enregistrer officiellement auprès du gouvernement géorgien, même si le gouvernement géorgien n'avait pas reconnu auparavant. Et donc, il y a une reconnaissance internationale. Mais encore peut-être qu'il y a quelqu'un parmi les participants aujourd'hui qui aurait quelque chose à ajouter à ce sujet. Merci. Y a-t-il d'autres questions que nous aimerions poser à Diane maintenant? Je regarde la boîte de chat. J'en ai quelques autres, mais je vais le retenir pour nos questions-réponses et donc vais permettre à la présentation de se poursuivre jusqu'à la dernière diapo. Donc merci. Donc passons à la diapo suivante. L'un des points qui me revient sans cesse, c'est que pratiquement tout ce que nous avons pris en compte sur les 4 pays que nous étudions et l'analyse générale, chacun prête davantage d'attention à la naissance qu'au décès. Et donc l'enregistrement des décès est tout aussi vital que l'enregistrement des naissances quand ça vient à la précision des systèmes d'état civil. Nous savons que l'enregistrement des décès est souvent, fréquemment, plus faible que l'enregistrement des naissances. Par exemple, en Afghanistan, c'est peu commun. Et au Rwanda, 31% seulement. Voilà, donc au Rwanda, il y a également un enregistrement faible des décès par rapport à l'enregistrement des naissances. Par contre, la Géorgie a un très bon enregistrement des décès, jusqu'à 91% en comparaison à l'enregistrement des naissances.
L'Afrique du Sud est également, également un taux d'enregistrement élevé de 96%, parce que l'enregistrement du décès est nécessaire pour l'enterrement. Et cet enregistrement est fait par les personnes en charge des pompes funèbres. Diapo suivant. Si vous regardez, pour vous donner un exemple en Afrique, diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Les lois étaient typiques au niveau des dispositions sur l'enregistrement des décès, moins détaillées. Et ce qui est ressorti de cette étude, c'est qu'il y a des pratiques positives pour l'enregistrement des décès qui impliquent également les institutions médicales, c'est la tendance pour l'enregistrement des naissances. Également, nous avons considéré, au moins pour contexte, ça ne fait pas partie du papier final, pour la déclaration des personnes manquantes décédées, donc. Et j'ai souligné ça. Je pense que ça peut être particulièrement important dans les situations d'après-conflit, que les personnes, s'il n'y a pas un processus en place de la sorte, et en particulier pour les femmes qui pourraient être à même de se remarier peut-être, ce processus est très important. Et il avait tendance à être présent, effectivement, dans les pays que nous avons considérés. L'une des choses que je trouve également spécialement intéressante dans les pays que nous avons étudiés, c'est que vous devez vraiment tenir compte du contexte historique. En Rwanda et en Afrique du Sud, parce que la race, l'ethnicité sur les cartes d'identité est utilisée comme base de discrimination dans le passé et ne serait maintenant jamais enregistrée. Il y a un débat intéressant en Afghanistan en 2020, une différence d'opinion sur la signification du terme afghan. Un terme simplement qui définit les citoyens de l'Afghanistan, mais historiquement, le terme était associé à une ethnicité particulière. Et donc, pour cette raison, il y a une demande de la part du public, parce que la carte d'identité disait afghan. Il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Les demandes ont abouti au fait que maintenant l'ethnicité et la nationalité paraissent sur le verso de la carte d'identité. Enfin, en Géorgie, la Géorgie reconnaît la documentation qui est produite par les autorités, qui est vue comme illégale. Et maintenant, la question suivante, c'est la protection des données. Si j'anticipe que vous n'êtes pas familiarisé avec cela, il s'agit de la protection des informations personnelles. Et il y a eu une gamme assez large dans les 4 pays. En Afghanistan, il n'y a aucune loi protégeant les données qui soit en vigueur. Au Rwanda, il y a une loi générale qui a été rédigée mais pas encore votée. En Afrique du Sud, il y a des protections. Il y a une protection qui a été passée, qui est maintenant généralement en vigueur. Et en Géorgie, la Constitution sauvegarde les informations personnelles des archives d'état civil contre la divulgation sans consentement. Nous n'avons pas véritablement rencontré des demandes de la part du public à ce sujet-là.
c'est particulièrement intéressant parce qu'il y a beaucoup de demandes publiques sur d'autres questions. Mais là, il semblerait que le public n'est pas vraiment intéressé par rapport à l'enregistrement d'état civil et les cartes d'identité. Parce que ces documents doivent être utilisés pour prouver qui ils sont. Peut-être que c'est la raison pour laquelle la protection des données n'a pas encore vraiment émergé dans certains pays. Les lois de protection des données dans beaucoup de pays, je n'ai pas vraiment trouvé beaucoup de littérature ou de défense publique à ce sujet. Encore une fois, c'est peut-être quelque chose que les autres participants pourraient discuter également. Finalement, nous nous sommes efforcés de considérer les questions liées à la COVID et nous avons pensé que ça serait peut-être aussi un exemple de la manière dont l'enregistrement de l'état civil le manque de documentation peut être vraiment désastreux. En Géorgie, en Rwanda et en Afrique du Sud, les 3 pays ont considéré d'avoir des activités d'enregistrement des faits d'état civil comme déclarées comme service public essentiel. En particulier en Géorgie, ils ont eu quelque chose de gouvernemental sur des procédures. Ils ont établi des processus bien déterminés où on peut envoyer les documents par la poste, là où normalement ça n'était pas permis, mais à cause de la COVID, ils ont permis. Les personnes âgées, les personnes handicapées, pendant la pandémie également, ont pu s'adresser au service d'enregistrement des faits d'état civil par la poste. Également, certains des processus administratifs ont pu être réalisés par l'Internet. Et donc, durant le plus gros de la pandémie, nous avons vu ces choses. C'était intéressant que la Géorgie a trouvé que l'enregistrement des faits d'état civil était assez important pour établir une diversité dans les mécanismes d'enregistrement. Cela nous amène à la fin de ma présentation. Et donc, peut-être je pourrais répondre à certaines de vos questions sur d'autres problèmes. Merci Diane, c'était fascinant et très complet. Jonathan Claren, who is a professor at the university. Nous allons maintenant avoir Jonathan Claren qui va intervenir en tant qu'orateur. Il est d'Afrique du Sud et il travaille dans les domaines de la compétition, de réglementation et des migrations, des études socio-juridiques. Il a été les doyens de la faculté de droit de Wits et directeur de l'Institut Mandela de la faculté de 2005 à 2007. En 2016, il a occupé le poste de juge par intérim à la Haute Cour d'Afrique du Sud. Son dernier ouvrage s'appelle d'immigrants interdits à des citoyens, l'origine de la citoyenneté de nationalité en Afrique du Sud. Il va nous parler de ce domaine. Jonathan Claren, professeur à l'université de Witwatersrand. Je vous donne la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci Jenna. Oui, tout à fait. Donc, j'aurai 3 ou 4 commentaires en 10 minutes. Merci beaucoup. Donc, à l'IDRC, au CDRS, au Centre d'Excellence, pour ce soutien, pour ce rapport, et de me donner la possibilité de commenter. Merci à Mia et Diane de toutes ces recherches qui ont été effectuées. Donc, mon premier commentaire serait de dire que j'ai vraiment apprécié de lire ce rapport, 2 fois même. Je l'ai lu une 2e fois avant de présenter aujourd'hui. Moi, je crois que cela encourage tout le monde ici présent à
télécharger et utiliser cet excellent rapport. Ouais, je l'ai effectué, je l'ai téléchargé. C'est un rapport qui est riche et détaillé, professionnellement réalisé et très bien informé. Moi, je crois qu'un des éléments clés et positifs de la méthode utilisée, de l'envergure du rapport, c'est d'analyser beaucoup les réfugiés, les personnes et populations marginalisées, ce qui paraît tout à fait intéressant. C'est une excellente caractéristique du rapport. Et il y a beaucoup dans ce rapport qui n'a pas été mentionné. Nous avons eu une présentation complète, mais un aspect, je crois, qui n'a pas vraiment été beaucoup abordé, c'est qu'il y a beaucoup de points historiques sur les systèmes d'enregistrement des faits civils, d'état civil. Par exemple, nous avons donc un historique de la réforme et de la modernisation du système CRVS en Géorgie, ce système qui existe. Et ce système SEC qui a beaucoup aidé à la gouvernance en Géorgie. On a mentionné l'histoire intéressante du terme afghan, hein, et ça, je l'ai appris. Donc, j'encourage tout le monde à lire ce rapport. Deuxièmement, je crois qu'il est tout à fait intéressant de placer ce rapport dans un champ plus large de recherche sur le système SEC, SEC, et de le comparer avec des points d'administration publique. Donc, comme l'a indiqué le Centre d'excellence CRVS, vous pouvez aller dans un pays et observer les concepts de CRVS, de système ESSEC, et d'enregistrement des droits civils. Et je crois comprendre que cela fonctionne sur le lien entre l'enregistrement des faits d'état civil et le système d'identification nationale. Le rapport explique cela clairement. Ça pourrait être deux choses différentes et distinctes, mais il y a ces deux éléments, l'identification nationale et l'autorité l'enregistrement des droits civils. Donc, ce système qui a été analysé dans ces 4 pays a des statistiques d'état civique, statistiques vitales, actes de décès et de naissance, et un système plus large. Donc, ce que j'aimerais savoir de Mia et de Diane et d'autres personnes, c'est on a mis un rapport avec la santé, qui est maintenant important dans le système. Donc, il y a plus de variables pour les statistiques vitales et les systèmes d'information. Donc, il y a un lien qui existe et j'aimerais donc revenir un petit peu sur ce lien et voir comment, dans les études de cas, ce lien a été analysé. Un troisième commentaire, c'est que j'aimerais prendre un peu de recul. Je suis juriste et sociologue. J'ai beaucoup apprécié l'aspect cadre juridique sur lequel vous avez insisté. Vous avez parlé de la bureaucratie, vous avez parlé de tous ces points. Mais ce dont on a besoin, je crois, c'est de penser en termes de citoyenneté en même temps que l'enregistrement des droits civils et l'identification. Donc je crois que c'est un mouvement en 3 parties qui se déroule mondialement au niveau des politiques. Premièrement, l'idée de citoyenneté, les politiques définissant la citoyenneté, les attributs de la citoyenneté, tout cela gagne du terrain, que ce soit le protectionnisme, la mondialisation. Je crois qu'il y a un aspect saillant
de cette problématique de la citoyenneté. Et le rapport nous permet également de voir que l'identification nationale n'est pas limitée aux citoyens, mais inclut d'autres personnes, des résidents, les réfugiés, et ainsi de suite. Donc je crois que les implications à ce niveau, c'est la distinction qui devient de plus en plus entre les citoyens qui ont ces documents d'identité et les autres qui ne les ont pas. Donc le rapport parle beaucoup de cela, en Afghanistan notamment. Il y a 12 millions de personnes sans carte Tazira. Désolé si je le prononce mal. Donc nous devons également élargir le champ et voir quelle est l'utilisation de l'image qui nous a été donnée dans le système principal et quelles sont les réussites de l'objectif de développement durable 16.9, mais également la réussite des autres objectifs de développement durable. Donc, qu'est-ce qui manque dans le cadre juridique formel? Ce n'est pas directement ce qui va être analysé par le rapport, mais c'est important de commenter à ce niveau, parce qu'il y a beaucoup de résidents qui seraient donc temporaires et non documentés, et qui pourraient avoir accès au système ESG-EG pour une identification meilleure et plus facile, et donc avoir accès aux inscriptions et enregistrements civils, et éventuellement pouvoir avoir une carte d'identité. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a un potentiel d'inclusion. Cela signifie qu'il y a une inclusion au niveau de la citoyenneté sociale. Donc je crois que c'est la différence entre l'aspect formel et une couverture potentielle et une couverture de facto. Il y a des systèmes fondationnels et des systèmes fonctionnels, des services qui sont délivrés pour la protection sociale et notamment pour la santé. Donc ça, c'était mon troisième commentaire sur la citoyenneté. Mon dernier commentaire sera sur l'analyse des conflits dans ce rapport. Les conflits et post-conflits, on en a parlé dans le rapport, c'est tout à fait pertinent. Les guerres définissent les États et les rapports indiquent que les conflits ont été très influents dans ces systèmes ESG et les ont beaucoup modifiés. À la suite des conflits, il a été intéressant de voir ces 4 pays qui ont maintenant des similarités après avoir réglé ces conflits. Donc, il y a des éléments bureaucratiques et qui rentrent en ligne de compte. Comment ces pays soutiennent-ils ces situations? Gèrent-ils ces situations? Je crois qu'il y a 2 questions supplémentaires qu'il faut poser et répondre. Qu'est-ce qui doit être soutenu? Qu'est-ce qui est similaire? Donc je reviens un petit peu en arrière à ce que je disais au début, lorsque l'on définissait le système CRVS ou ESG. Nous analysons donc les pratiques bureaucratiques, administratives et les cadres juridiques, en particulièrement en référence au niveau national et international également.
Donc, je crois qu'il est important de distinguer entre ces deux points et entre deux choses. Les lois internationales, les normes internationales sur l'identité juridique, sur les structures institutionnelles, se poser la question donc, est-ce que ce rapport aide à bâtir des institutions qui vont fournir une identité juridique ou bien est-ce que cela aide à être plus clair pour comprendre plus clairement les points communs qui existent au niveau de l'identité juridique. Mia l'a dit au début. Elle a parlé des institutions, elle a dit qu'il n'y avait pas de compréhension qui est la même de la notion d'identité. Donc, est-ce que cela va être utile pour changer, pour clarifier les choses, pour les faire avancer par rapport aux normes des lois internationales, ou bien les modifications au niveau des institutions et de ce qui est fait au niveau institutionnel? Après avoir lu le rapport, je pense que c'est utile pour le deuxième point. C'est excellent pour bien comprendre ce qui doit être fait au niveau des institutions, pour avoir d'autres exemples de pratiques et d'analyse de ce qui s'est passé dans ces endroits et de comment la situation post-conflit a été gérée. Donc, ce que je dirais, c'est que en rapport avec les conflits, il pourrait être, dans le prochain rapport, ça pourrait être utile d'avoir moins de variables sur les types de conflits. Là, c'était des cas différents qui ont été analysés et voir s'il y avait plus de similarité institutionnelle dès le départ, donc similarité au niveau des institutions, ça serait utile pour l'analyse, pour la recherche, pour la comparaison au niveau institutionnel. Donc merci beaucoup. Je serai très heureux de répondre à vos questions et d'écouter vos commentaires, mais je vous félicite en tout cas, Diane et Mia. At this stage, I have a few. À présent, j'ai quelques questions que j'aimerais poser à Diane et à Mia. J'aimerais également entendre vos réactions sur ce que Jonathan vient de présenter et les remarques que vous souhaitez faire. Nous n'avons pas trop de questions dans le chat. S'il vous plaît, je vous invite à écrire vos questions dans le chat. Si vous avez des questions maintenant pour moi et pour Diane et Mia et Jonathan. Mia, quels sont les 3 résultats clés que vous avez trouvés, que vous aimeriez que les pays, les différents acteurs, etc., que vous aimeriez qu'ils prennent en compte? Et deuxièmement, pour Diane, je me demande si vous pouvez souligner, parler un peu, indiquer si certains des pays que vous avez examinés requièrent de la part des adultes d'enregistrer les attentes. Y a-t-il un cadre juridique à ce sujet? Merci Jenna, merci Jonathan pour vos commentaires. Vos commentaires étaient très constructifs, très utiles. Pour répondre à votre question, Jenna, quelque chose que Jonathan a dit. L'un des composants d'un système de gestion d'identité qui n'est pas totalement reconnu ni totalement utilisé, c'est le système des données sanitaires qui se rapportent aux événements vitaux qui se produisent dans les hôpitaux et dans les institutions sanitaires. C'est l'un des aspects
que le rapport de ces événements va à l'état civil, aux institutions d'état civil et aux agences de citoyenneté. Et donc pour s'assurer que l'enregistrement correct soit effectué, par exemple, un nouveau-né va être enregistré par les parents et s'assurer que les statistiques soient immédiatement inscrites dans le système. Un autre aspect qui est vraiment important pour selon mon opinion, et que Jonathan a soulevé cette question, combien d'enregistrements se produit vraiment? Est-ce que toutes les naissances sont enregistrées immédiatement après qu'elles se produisent, de sorte que l'enfant puisse obtenir un certificat de naissance? Ça n'est pas nécessairement synonyme de citoyenneté, mais qu'il ait au moins une identité légale. C'est un autre aspect lié à l'enregistrement immédiat de la naissance dès qu'elle se produit, dès qu'elle a lieu, et qui répond donc à la Convention internationale sur les droits de l'enfant, et convention que certains pays n'ont pas encore ratifiée. Je pense qu'un troisième point que je trouve important, c'est d'opérer un suivi, de suivre les normes internationales. Quand il en vient à créer des banques de données, gérer ces banques de données, instituer à la fois la vérification et l'authentification, donc les processus qui sont liés. Concernant la citoyenneté, d'avoir accès aux deux services et aux avantages qui y sont liés. Et donc qui fournissent les conditions socio-économiques permettant d'y participer. Et donc ce sont mes 3 points. Merci. À vous, Diane. Merci. Une chose que je réalise, je suis d'accord avec ce que Jonathan a dit sur le 3e point, que ce qui est sur le papier est probablement beaucoup plus utile au niveau national. Une chose qui m'a frappée, c'est que les documents internationaux sur les réfugiés semblent influencer ce que les pays font d'une façon très pratique. Je ne peux pas dire vraiment ce qui se passe sur le terrain, parce que ce qui se passe en théorie n'est pas nécessairement ce qui se passe en pratique. Plusieurs des documents que nous avons étudiés parlaient de la situation des réfugiés. Je sais que vous parliez à l'inverse, mais les normes internationales viennent s'infiltrer d'une manière importante. La première partie des commentaires de Jonathan, j'aimerais y ajouter, pour passer à la question particulière. En base, ce qui concerne l'enregistrement et les documents d'identité. D'une certaine façon,
ça n'est même pas véritablement censé de parler de ces deux choses-là séparément. Le registre d'identité et le registre d'état civil, en fait, c'est une banque de données unique. Donc, dans beaucoup de cas, il semblerait, selon la loi, que si on veut une identité, parce que cette identité est séparée selon qu'il s'agit de résidents ou de non-résidents, qu'est-ce que l'identité devrait dire? Je sais que je me contredis un petit peu là, mais la preuve d'enregistrement, ce sont les informations sur les faits d'identité de cette personne. Je pense que la chose la plus importante, c'est de ne pas essayer d'enrayer la tendance de ce qui se passe, mais qu'elle soit unifiée. Et les pays ont accordé des conditions spéciales aux gens sans documentation. Si vous permettez aux gens qui n'ont pas de permis de s'enregistrer, eh bien cela perpétue le problème. Donc ça, c'est une vue. Et il semble que de plus en plus de pays en viennent à cela. Donc même avec une documentation parfaite, une des choses que vous trouvez, c'est que beaucoup de personnes, par exemple en Afghanistan, ne savent même pas quelle est leur date de naissance. Eh bien, donnez-leur une date de naissance, faites ce qu'il faut pour pouvoir leur donner accès à l'enregistrement, parce que par la suite, cela va affecter leurs enfants. Il me semble que c'est une tendance qui concerne les 4 pays, d'avoir une documentation sans fin. Merci Diane et Mia pour vos remarques. Je pense que Diane et Jonathan, les pratiques au niveau national peuvent influencer le phénomène d'enregistrement ou non, mais encore une fois, les normes internationales peuvent aussi influencer. Des acteurs tels que le Centre d'excellence, les agences des Nations Unies et autres peuvent sont des sources d'influence. Comment aider ces pays? Vraisemblablement, cela donne certaines directives, mais d'une perspective de défense, si vous voulez. Maintenant, j'aimerais demander à Diane et à Mia, j'aimerais leur poser une question sur le genre et en particulier, notamment, les barrières au genre et l'identité, la documentation émise dans divers pays. Quelles sont les difficultés rencontrées en Afghanistan en particulier? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce domaine-là, Diane? Merci. Diane, s'il vous plaît, allez-y en premier. Je pense qu'en Afghanistan, comme nous l'avons discuté, le problème est à la fois dans les lois de l'état civil, mais vraiment la racine, c'est la situation des femmes au sein de la société afghane. Pour qu'une femme ressente qu'il est important qu'elle ait une identité, il faut faut changer la mentalité. Dans les autres pays que nous avons considérés, je pense que c'est le plus gros domaine de difficulté, c'est pour les enfants qui sont nés hors du mariage. Quand vous avez un enfant qui est enregistré, par exemple, où le père n'est pas identifié, je pense que c'est un domaine là où ce que la loi dit, etc., à ce sujet-là, c'est encore assez flou.
Et donc, je pense que cela pourrait être une concentration d'une étude, en particulier les difficultés des femmes qui ont besoin de faire face à des fonctionnaires pour enregistrer la naissance d'un enfant. C'est une opportunité. Également, nous voyons des événements représentant le découragement dans certains pays. Alors, on dit il faudrait pouvoir enregistrer la naissance d'un enfant seulement au nom de la mère si le père ne se porte pas volontaire. Je pense que l'Afrique du Sud, comme nous l'avons mentionné, le droit sud-africain discrimine même un peu contre les hommes. Je pense que la source des problèmes, c'est dans la loi qui remonte en les années 60, qui disait que les mères étaient supposées enregistrer l'enfant, ou que la question de paternité à l'époque était difficile à prouver. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour rattraper la situation et l'acceptance sociale de l'enregistrement des femmes, que les femmes enregistrent la naissance des enfants, etc. C'est là où nous avons remarqué des problèmes liés au genre. Merci, Diane. Mia, est-ce que vous pouvez répondre à cela? Je pense que nous avons aussi une autre question dans le chat. Quelque chose ayant à voir avec la documentation et dans les pays de l'étude. Merci, Jenna. Je pense que Diane a couvert les aspects du genre liés au processus d'enregistrement d'état civil. Quand ça vient au lien entre l'identité juridique et les statistiques d'état civil, nous avons des problèmes pour obtenir un accès à de bonnes statistiques. Comme Diane l'a dit dans sa présentation, le fait que nous n'avons pas été à même de rendre visite au pays, cela a limité les informations qui ont été disponibles et qui auraient pu être utilisées dans le cadre de ce projet ou de ce rapport. Et cependant, c'est un aspect très important. Les statistiques ne sont pas bien maintenues durant les conflits et les services publics à la suite d'un conflit ne sont pas toujours à la tête de la liste de priorités. Donc, ils font face à des complications. Il y a une reconnaissance croissante de la nécessité, par exemple pour les procédures de notification, d'utiliser les données sanitaires et d'être à même d'avoir un état civil de haute qualité et qui soit ponctuel, donc à jour, le développement de politiques, de projets de loi, etc., de développement et de gouvernance. Et c'est une façon de dire que nous n'avons pas pu vraiment creuser aussi profondément que nous le souhaitions parce que nous avons été incapables donc de nous rendre sur place. Merci. Merci, Mia. Maintenant, j'aimerais me tourner vers une question que nous avons reçue dans le chat pour qui aimerait la lire. C'est sous l'onglet de soutien technique et la question était de savoir comment est-ce qu'on soutient les pays pour qu'ils puissent répondre à leurs responsabilités, leurs engagements après un conflit. Le texte
auquel il fait renvoi. Et la question, c'est l'engagement que tous les migrants aient une preuve d'identité et une documentation, y compris être capable de donner preuve de leur entrée sur le territoire, d'avoir une documentation qui leur permette d'avoir accès aux services et autres besoins. Donc, je me demandais, est-ce que vous seriez à même toutes les deux, de nous donner une idée de la manière dont l'étude pourrait nous fournir des indications? Les pays qui font l'expérience de ces problèmes, eh bien, souvent s'unissent dans la réaction. Mia, peut-être, voudrait répondre en premier. Oui, merci. Donc, Mia au micro, c'est tout à fait pertinent par rapport à ces questions. Nous n'avons pas regardé particulièrement les mouvements en tant que tels. Nous voulions nous assurer que les migrants, les mouvements migratoires, que les migrants et les populations déplacées aient l'obtention dans ces pays d'une identité juridique. Et ensuite, ils passaient éventuellement à d'autres pays et il fallait voir comment ces pays les recevaient. Donc nous avons eu des informations là-dessus. Nous avons eu des rapports norvégiens d'un conseil qui analyse les conditions des réfugiés afghans au Pakistan. Mais on a plus vu les difficultés des réfugiés qu'ils devaient gérer pour l'accès aux services d'inscription en Afghanistan, beaucoup plus que la manière dont le Pakistan les traitait par la suite, traitait ces populations de migrants. Mais on peut avoir une perspective juridique également là-dessus. Oui, on n'a pas regardé comment ces informations sont collectées sur les migrants, mais ce qui a été utile, selon moi, je crois qu'en Géorgie et au Rwanda, si c'est exact, les résidents également demandaient une résidence temporaire. Donc ça, c'est une mesure intéressante pour les migrants, avoir une résidence temporaire. En Géorgie et au Rwanda, cela permet d'avoir accès à une carte reconnue lorsque vous êtes dans ces deux pays. Donc l'Afrique du Sud limite les cartes d'identité aux citoyens et aux résidents permanents. Ne les donne pas donc aux réfugiés. On n'a pas analysé néanmoins comment ces informations étaient fournies par les migrants pour obtenir cette carte de résident temporaire. Donc c'est des nouvelles positives, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet. Merci beaucoup, Diane. C'est intéressant d'analyser ces divers pays et de voir les pays contigus, comment est-ce qu'ils gèrent cela au niveau des réfugiés, des populations de réfugiés. Donc, on n'est pas loin de la fin de notre séminaire. Montasser va faire quelques remarques de clôture et j'aimerais donner à Mia et Diane quelques minutes chacune pour conclure et nous parler de leur étude et de ce que l'on doit conserver à l'esprit. Nous allons commencer avec vous, Diane, et ensuite passer à Mia. Oui, je veux penser à deux éléments importants pour moi. Le plus intéressant, c'est la manière dont les personnes comblent les fossés qui existent sur le terrain. Quelques exemples. Par exemple, avoir un système unique, un guichet unique qui permet d'avoir accès aux services administratifs. Il faut avoir un bon cadre juridique, mais il faut que ça soit utilisé également, ces services.
l'aspect pratique rentre en ligne de compte. Donc je crois que c'est quelque chose qui est une réalité par rapport aux statistiques, par rapport aux services d'identification. Je crois que la prise de conscience et la sensibilisation du public est extrêmement importante. L'accessibilité est essentielle. Ça m'a paru tout à fait intéressant. Autre point, on a parlé de découragement parfois lorsque l'on limite les services aux citoyens. Mais d'un autre côté, je vois et j'observe dans ce groupe de pays que on a plus d'inclusivité dans les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. Donc, même si certains disent c'est seulement pour nos citoyens, je crois qu'au niveau de l'identité juridique, à la suite des conflits, je crois que c'est quelque chose qui est apprécié par les personnes. Et on le voit lorsque l'on voit les détails. L'inclusivité, l'inclusion est véritablement un objectif qu'on essaye d'atteindre. Et ça, c'est positif. On l'a vu également en Géorgie et dans les pays qui étaient à la suite de conflits. Oui, vous avez parlé d'inclusion, je crois que c'est tout à fait important. C'est important de garder cela à l'esprit et c'est vraiment un des points saillants du rapport. Ça dépend des institutions, cette inclusion. C'est fournir des services, fournir des avantages sociaux, des droits de l'homme, des droits civiques, et bâtir des institutions, ça fait partie de la gouvernance, de la bonne gouvernance, espérons-le. Et c'est vraiment quelque chose que ces 4 pays ont essayé d'atteindre. Un autre aspect important, au niveau socio-culturel, il y a différentes facettes pour atteindre un enregistrement universel. Il y a des pratiques culturelles qui rentrent en ligne de compte. Il faut que les informations soient disponibles dans les langues qui sont parlées. Dans ces pays, il y a de multiples langues parlées par différents groupes ethniques. Et je crois qu'une des barrières qui existent pour l'inclusion, c'est que la langue, les barrières linguistiques existent et que ce n'est pas toujours disponible dans toutes les langues et les pratiques culturelles ne sont pas toujours respectées, les diverses pratiques culturelles. Mais je crois que ces 4 pays essayent de gérer cela et de faire des progrès et d'incorporer cela dans leur cadre juridique. Merci. Très bien, merci beaucoup Mia. Merci Diane. C'est tout à fait intéressant, ça donne matière à réflexion, tandis que nous concluons avec Montasser Kamal. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Jenna, merci beaucoup à nos intervenantes et intervenants. Des questions tout à fait intéressantes. Excellent webinaire. Nous espérons que vous l'avez apprécié et que vous avez de nouvelles perspectives maintenant à l'esprit pour gérer ces situations post-conflit. Il n'y a pas de solution facile, je dois le rappeler. Je l'ai dit tout à l'heure. Et il n'y a pas une seule approche, un seul modèle pour arriver à une identité juridique pour tous, pour avoir des systèmes d'état civil qui fonctionnent dans le cadre de l'objectif de développement durable 16.9. La gestion de l'identité, ces systèmes, cette amélioration des systèmes est difficile, mais nous avons vu l'expérience de ces 4 pays
dans ce rapport, dans ce document d'étude, cela montre bien qu'il y a des possibilités pour les gouvernements d'améliorer la situation, d'être plus flexibles. C'est un concept clé. Néanmoins, toutes ces approches doivent être gérées par des principes d'inclusion en coopération entre les agences gouvernementales pour qu'il n'y ait pas de barrière à l'inscription de l'état civil et pour que les institutions soient renforcées, pour qu'il y ait une interopérabilité entre les institutions publiques et privées. Le plus important, comme ingrédient, c'est s'assurer qu'il y ait une volonté politique pour des sociétés justes et égales, pour une appréciation du rôle essentiel de ces services d'état civil dans la gouvernance publique et pour la réconciliation lorsqu'il y a eu des conflits. Nous espérons que ces présentations ont donc montré le rapport bénéfique entre le développement social, la réconciliation, l'état civil. Il est clair que nous devons continuer les recherches. C'est le rôle du Centre pour l'excellence. Nous avons un mandat. Ceci peut être trouvé sur notre site web sous bibliothèque et apprentissage à www.systemesec.ca en français ou www.crbssystems.ca. Nous avons également récemment lancé un répertoire d'experts en ligne où vous pouvez rechercher et contacter des experts dans le domaine des systèmes. Si vous recherchez une expertise ou si vous êtes vous-même un expert avec des compétences à partager, veuillez visiter www.repertoireessec.com ou www.crbs.directory. Merci donc beaucoup aux présentateurs, aux intervenants, Mia, Diane, professeur Claren et tous les autres d'avoir partagé vos connaissances et vos expériences. Merci beaucoup à Jenna et à notre partenariat avec tous ces services. Merci à tous les participants. Nous espérons vous voir bientôt pour d'autres webinaires et nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir.